Vous savez ce que je déteste le plus dans un jeu vidéo? Pas que dans les jeux vidéo d'ailleurs. C'est être déçu. Dans les jeux vidéo, la déception va pouvoir concerner plein de choses, mais il y a un élément qui permet de la distinguer du simple agacement, et c'est que pour qu'il y ait déception, il doit y avoir eu attente. J'ai presque envie de vous parler de l'expérience que tout le monde semble avoir eue avec Cyberpunk, mais ce serait tirer sur une ambulance à laquelle je ne fais pas spécialement attention. Mais en général, les attentes des gens viennent des promesses que l'on renvoie au public, les conférences, les trailers, et je remarque que dans mon cas ça ne concerne que très peu de jeux. J'ai même plutôt tendance à me laisser emporter par le train des attentes une fois que le jeu est déjà dans les armoires. En fait, mes sources principales d'attente concernent bien souvent des grosses licences que je suis depuis longtemps, et quasiment jamais les jeux qui sortent dans leur nom propre. Et j'ai pu voir avec Cyberpunk par exemple que même quand j'avais l'impression d'en attendre beaucoup d'un jeu, il arrive parfois que je sois complètement indifférent quand il sort. Soit parce que je suis sur autre chose, soit parce que j'ai pas le temps de m'y intéresser. Mais je divague. C'est rare que tous les aspects d'un jeu me rebutent complètement, mais c'est aussi très dur de trouver des suites de licences sur lesquelles je n'ai rien à dire. Comme je suis un joueur attaché au lore, je dirais qu'en général le scénario est ma principale source de préoccupation en parlant de suite. Mais que finalement, avec les années, j'ai appris à la dure qu'il ne fallait pas trop en attendre des séries AAA poncées jusqu'à la moelle. Mais il y a quand même des licences avec lesquelles il faut pas déconner, et sur lesquelles je laisserai rien passer. C'est souvent une question d'expérience personnelle, et je sais que le sujet qu'on va évoquer plaît à énormément de personnes, mais c'est encore mieux pour moi parce que j'ai l'impression que la discussion va être encore plus intéressante, et en plus j'ai entendu les arguments de l'autre partie, quand c'était pas seulement des arguments subjectifs. Du coup, là où moi je vais parler de déception, d'autres parleront de quelque chose de grandiose. Et je sais que quand on prend plaisir dans quelque chose, on occulte souvent les points négatifs, et inversement, quand on est déçu, on ne verra jamais le positif. Donc, qu'est-ce que j'ai choisi pour illustrer mon propos aujourd'hui? Bien sûr, j'ai pris une suite, sinon je me serais pas embêté à vous dire tout ça. Et cette suite, c'est celle d'une des plus grosses claques dans la gueule que le jeu vidéo ait connue en 2016, et cette claque, c'est Doom. Je ne vous fais pas l'affront de vous expliquer que Doom c'est le bébé de Carmack et Romero, et que Doom, le jeu, je les ai retournés en long, en large et en travers pendant mes études, pendant les cours, en fait le 1, le 2, les levels experts, et je trouve que Doom n'a pas volé sa réputation, et encore aujourd'hui c'est un super jeu, super amusant. Et après le four monumental qu'a été Doom 3, que j'adore, soit dit en passant, les détenteurs de la licence se sont dit bon, on va essayer d'être sûr de ce qu'on veut faire avec cette histoire, et boum. J'ai tellement d'éloges à faire à Doom 2016, mais tout ce que j'ai à dire pour l'instant, c'est que les sensations étaient là. Le décor était planté pour très bien reprendre la série. Donc quand les premières images de Doom Eternal sont sorties, je dois avouer que je me tenais la tête à deux mains. Il faut dire qu'ils avaient très bien choisi leur moment, Puis il est sorti, j'avais ni thune ni temps, mais des potes à moi m'ont dit qu'il était très bien, et aussi j'ai fini par m'y intéresser. Surtout l'histoire en fait, et... oh garçon, comment la chute a été rude. Et j'ai fini par me demander comment c'est passé. Parce que le jeu a eu son succès, puis un de mes amis m'a écouté me plaindre de tout ce qui n'allait pas, et il m'a fait comprendre que la plupart des problèmes que je pointais du doigt, il les avait même pas remarqués. Du coup je me suis dit que je manquais certainement quelque chose qui m'empêchait de me focaliser sur vraiment ce qui était amusant. Un autre ami à moi m'a parlé de la sensation d'être le chasseur, qui lui provoque tout son plaisir. Et c'est un point de vue intéressant parce que j'ai commencé Doom, le tout premier Doom auquel j'ai joué, c'était le 3. Eh oui, les premiers n'étaient pas vraiment de ma génération. Et dans Doom 3, t'es pas vraiment le chasseur, t'es plutôt le chassé. Et depuis, j'ai largement rattrapé mon retard, et pourtant, dans les anciens opus, j'ai toujours pas cette sensation. Mais on va en parler. Alors, est-ce que je suis juste pas assez bon ? À Doom 2016, je l'ai fini en ultra violence, juste pas en cauchemar parce que j'y jouais sur console et que je suis incapable de viser comme ça, mais ce que je veux dire c'est que j'ai plutôt la sensation de pas être mauvais à Doom. Et pourtant, est-ce que ça doit me donner du plaisir ? Cette problématique elle est pas simple à formuler parce que soit je tombe dans l'analyse d'un cas particulier, soit je pose une question beaucoup trop évidente, soit je pars carrément dans la philosophie. Donc afin d'être exhaustif au maximum, tout en gardant Doom comme exemple, je dirais est-ce que la possibilité de maîtriser un jeu bouleverse fondamentalement notre appréciation de celui-ci ? Pour une fois, on va poursuivre l'introduction après la problématique, parce que je voudrais décortiquer celle-ci pour qu'on comprenne bien ce que je vais dire. Et ça aura l'air d'un disclaimer, mais c'est loin d'en être un, j'assume totalement ne pas aimer Doom Eternal par exemple. Mais déjà, je parle de la possibilité de maîtriser un jeu, et pas nécessairement sa maîtrise. Je parle de jeux où on a le choix
ou non de creuser ces mécaniques au maximum. Quant à l'appréciation fondamentale, c'est surtout pour dire que c'est pas la qualité du jeu qu'on juge, même si ça va peser dans la balance, c'est l'influence que tout ça a sur notre appréciation subjective. Donc c'est un sujet un peu casse-gueule, mais je rappelle qu'il n'est pas question de discuter de l'appréciation du jeu, mais bien ce qui l'influence, et que la même problématique pourrait très bien se poser et être discutée par quelqu'un qui a aimé Doom Eternal. Alors maintenant, est-ce que la possibilité de maîtriser un jeu peut changer fondamentalement notre appréciation de celui-ci ? Déjà, il faut savoir que la réussite sur Doom, elle se maîtrise. Doom, ça a toujours été un jeu très nerveux, dans lequel le joueur est récompensé par sa capacité à s'adapter aux situations dans lesquelles il est mis et sa créativité dans la gestion de celle-ci. Avant, à part des barils enflammés, on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent pour être créatif. Donc, on avait les armes, les bonus et le level design. Avec Doom 2016, il y a un nouvel élément qui s'est introduit à tout ça, c'est une part de verticalité. Et oui, parce que la verticalité, elle existait dans les anciens opus, mais elle n'était pas vraiment exploitable. Et là, les développeurs de Eternal se sont dit, qu'est-ce qui manquait à Doom ? Un jeu qui n'a donc jamais brillé par sa verticalité ? Après, c'est comme n'importe quel jeu, en fonction de tes capacités, tu vas choisir un niveau de difficulté, mais dans Doom, c'est plus une affaire de fierté que de capacité. Parce que Doom, c'est un jeu finalement très rudimentaire. Les déplacements, les armes, les ennemis, c'est varié, mais simple. Simple dans le sens ergonomique du terme. C'est pensé pour qu'on s'y adapte vite. Et comme pour beaucoup de choses, ça se joue sur la clarté de ce qui nous est montré. Par exemple, la célèbre tête du Doomguy. Il faut pas être un génie pour voir que quand tu te prends un power-up, il est plutôt content, et que quand tu te prends des coups, il est pas content du tout. Sauf que la différence entre le Doom d'hier et d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on a des moyens. Dans le temps, tout était un peu triché pour la programmation. Par exemple, le peu de verticalité qu'il y avait dans les premiers Doom jouait sur le fait de faire bouger le sol sous le personnage et pas le personnage sur l'axe Z. Et quand on y pense, c'est très intelligent. Mais aujourd'hui, tout est mieux compris. Donc c'est plus du tout une affaire de limite des possibilités. Et si le personnage est toujours aussi lourd, il est en revanche beaucoup plus souple. Et sa maîtrise requiert un élément assez discutable pour ce qui est du premier opus, c'est de la précision. Et on parle pas de speedrun, hein. Parce que maintenant, il faut une précision millimétrée, et je parle pas uniquement de visée, mais aussi d'environnement. Et là, on en vient au parcours. Le Doomguy, c'est devenu un mélange entre le Major de Halo et un Assassin's Creed. Il est magnétisé aux surfaces et aux barres de traction. On voit bien que le monde autour de vous et les arènes sont pensés pour votre plus grand plaisir, mais tout va très vite, et pour apprécier le level design, il faut de la précision dans son exécution, et donc une certaine forme de maîtrise. Sans compter les ennemis plus riches, plus variés, avec des stratégies plus complexes, avec l'esquive au centre des combats, et ça dans un environnement toujours plus riche. Un des gros points forts de Doom, c'est sa rejouabilité, se dire que chaque combat sera très différent même quand on rejoue le même, et le plaisir vient du fait de réussir à s'adapter à toutes ces différentes situations. Du coup, on voit bien que la maîtrise de tous ces éléments participe pleinement à l'expérience du joueur. Est-ce qu'on passe pour autant du tout au tout dans notre appréciation ? Bah, en vérité, oui. Parce que j'ai bien vu qu'un combat qui se passe bien, je me faisais vraiment plaisir, et un combat qui se passe pas bien, c'était vraiment la mort. Mais est-ce que ça change tout, ou est-ce que c'est juste une sorte de cerise sur le gâteau ? Parce que je pense être un joueur aguerri de Doom, et pourtant j'ai joué à Eternal en mode normal en me disant je vais pouvoir kiffer mon jeu et rouler dessus. Bah non, c'est le jeu qui m'a roulé dessus. Et ça, c'est parce que au-delà de notre capacité à métamorphoser nos stratégies en action, on est mine de rien beaucoup laissé dans l'aléa. Ce serait exagéré de dire que j'ai maîtrisé Doom Eternal, j'ai même mis beaucoup de temps à m'adapter à toutes ces nouvelles spécificités. Mais faut pas déconner, en mode normal, je devrais pas pouvoir voir la cinématique où tu te fais bouffer la carotide par le zombie de base. Mais tout est tellement au poil de cul dans Eternal que ça devient frustrant au moindre combat. À tel point que je pense qu'en réalité, maîtriser le jeu à son maximum laisserait presque un sentiment mitigé. J'ai plus l'impression d'être un collatéral, même en sachant comment fonctionne le jeu et comment je devrais m'y prendre. Mais si je reviens au premier Doom, qui est le Doomguy, si ce n'est un random ? Évidemment, c'est pas ce que le scénario de ce Doom essaye de nous faire croire, mais j'y reviendrai. Est-ce qu'on est vraiment le chasseur dans Doom, ou est-ce qu'on est juste cet homme trop en colère pour mourir ? Faisons un entre-deux pour parler de Doom 2016. Finalement, ses contrôles à lui, ils sont toujours aussi rigides. Impossible de courir dans un FPS de 2016, même Halo avait abandonné cette idée. Et Doom 2016, en comparaison à Eternal, il est très rigide. Et il retrouve cette simplicité créative que n'a pas autant Eternal, qui se veut quand même un peu plus complexe.
Et dans 2016, j'ai effectivement beaucoup l'impression que les ennemis me craignent, mais ça, c'est le scénario qui me donne cette impression, conjugué à mes actions. Le scénario de Eternal donne toujours cette impression, mais moins, parce que tout est beaucoup plus flou, et que dans le gameplay, ça se ressent pas. Par exemple, dans Doom 2016, il suffit de un coup de corps à corps avant de pouvoir faire un glory kill sur les zombies de base. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un glory kill, c'est une genre d'exécution un peu stylée qui permet d'obtenir des bonus sur la mort des ennemis. Il fallait donc un coup de corps à corps sur Doom 2016 pour pouvoir faire un glory kill sur le zombie de base, 2 coups de corps à corps sur le démon de base. Dans Eternal, il faut 100 coups de corps à corps. Et ça, uniquement sur le zombie de base. Et quand j'ai des bras de la taille de la viande du kebab qui tourne, et que je te pète pas un zombie comme si c'était une putain d'allumette, je suis désolé, j'ai pas l'impression d'être le chasseur. En fait, c'est le jeu qui te prive de cette sensation d'être le chasseur. À ce stade, on pourrait se dire, la maîtrise influence mon appréciation du jeu dans les deux sens. Et c'est tout. Mais que se passe-t-il quand tu maîtrises tous les aspects du jeu, mais que tu n'es pas d'accord avec le principe? Est-ce que ça te ravit? Bien sûr que non. Je ne suis pas d'accord avec le fait d'avoir à dérouiller 100 fois un zombie de base avant de pouvoir faire un glory kill. D'une part, ça me casse mon immersion, et d'autre part, ça me casse l'appréciation que j'ai du gameplay. On va tâter le gameplay pur. Un glory kill, c'est une exécution fashion qui arrive quand un ennemi est assez abîmé et qui vous permet de récupérer de la vie. C'est pour ça que Doom 2016 allait à l'essentiel. Un coup, un glory kill. Mais là, 100 coups. Ok, tu veux donc me forcer à utiliser des balles. Soit. Même si je ne suis pas d'accord, soit. Donc là j'essaye d'affaiblir le zombie de base en utilisant des balles, et pas de peau, les balles font beaucoup trop de dégâts, je le tue sans pouvoir lui faire de glory kill. Le corps à corps est presque neutre, et c'est tellement étonnant dans un jeu où la violence est amplifiée par le corps à corps. De plus, l'économie de munitions est assez importante, et j'ai pas envie d'en gâcher, même si pour ça le jeu a une autre réponse, et on va développer, c'est la tronçonneuse. La tronçonneuse dans Doom, c'est la récompense, la solution quand tu es à court d'idées, et à court de munitions en plus. Et pour renforcer ça, depuis Doom 2016, tuer un ennemi avec la tronçonneuse fait apparaître des munitions. On peut donc tuer n'importe quoi, pourvu qu'on ait assez d'essence dedans. C'est pareil dans Eternal, au détail près que ce n'est plus une sorte de joker, mais là c'est carrément une nécessité. Déjà, la tronçonneuse, faut plus récupérer de l'essence, elle en recycle dans une limite de 1 charge. Je suppose que c'est pour nous inciter à aller l'utiliser sur des petites cibles, et juger de la taille des cibles c'est d'ailleurs devenu assez flou parce qu'avant on avait 6 stacks, donc on jugeait du plus ou moins grand là-dessus, et maintenant on en a que 3, donc l'écart se resserre. Et si on se trompe, on se retrouve à brasser de l'air comme un idiot en balançant la tronçonneuse devant le nez des ennemis. Le problème, c'est notamment que la tronçonneuse recharge une stack de secours. Mais ça ne s'empile pas avec les recharges qu'on trouve, et ça c'est vraiment confus. On est donc dans un jeu où notre principal joker est en fait notre seule chance de survie, parce que sans ça on peut pas récupérer de munitions efficacement en dehors de celles qui se trouvent sur le terrain, qui sont souvent en quantité insuffisante. En soi, je suis d'accord avec l'idée de faire de la tronçonneuse quelque chose d'un peu plus présent, mais j'ai du mal à accepter la façon dont ça s'est fait. Parce que dans un jeu où la tronçonneuse est designée comme l'expérience ultime, j'aimerais bien pouvoir l'utiliser sur autre chose que le zombie de base. En plus, les glory kills classiques sont beaucoup plus créatifs, encore que depuis qu'on a une épée, ce qui devrait drastiquement augmenter notre efficacité au corps à corps, soit dit en passant. Les glory kills sont beaucoup moins créatifs. En fait, la débauche de gadgets est un problème, parce que là où j'avais l'impression d'être puissant et brutal dans l'opus 2016, je devrais l'être encore plus dans un Eternal où j'ai encore plus de gadgets, et pourtant j'ai la sensation inverse. Et ça, c'est pas une question de maîtrise. Chaque minute qui passe, j'ai les poches vides. Je me rappelle avoir affronté le boss final avec un flot interminable d'ennemis, avec le peu d'essence que contenait ma tronçonneuse, et aucune munition. Ça durait longtemps et le jeu ne faisait qu'apparaître des ennemis. Sauf que le boss final, je peux pas le toucher au corps à corps, il me faut des munitions, et le terrain est vide. Et même si je sais ce que je dois faire, je peux pas le faire. Et là, j'ai eu envie de pleurer parce que, à ce stade, je roulais sur tous les combats, précisément parce que j'étais au pic de ce que les armes me permettaient de faire. Donc la sensation de maîtrise, elle est là, et le plaisir est absent. Et ça pour plein d'aspects du gameplay. Regardez le parcours, déjà l'escalade dans un FPS, mais surtout l'escalade dans Doom, quoi. J'ai presque l'impression que Zelda Breath of the Wild a vraiment beaucoup trop influencé le jeu vidéo, mais l'escalade dans Breath of the Wild c'est bien parce que c'est partout pareil, et que c'est un jeu créatif dans son exploration. Alors que là c'est Doom, c'est des plateformes éclairées en vert et un design linéaire, parce que t'es dans un putain de FPS épisodé, et qu'escalader des lampes vertes et éviter des lampes rouges, je pense que ça, tout le monde sait faire. Est-ce que c'est plaisant? Non. Même si des amis à moi m'ont dit que ça les amusait, je suis désolé, mais moi je suis pas là pour jouer à Mario, et ça,
Ça c'est Mario. J'en pleurerais presque tellement j'ai l'impression que le jeu m'humilie, et j'ose même pas vous dire ce qui se passe quand vous loupez un saut. Vous réapparaissez, comme si de rien n'était. Mais bon, il va falloir scinder tout ça et répondre à la question de base. Et je vais vous faire remarquer une chose, c'est que depuis le début, j'ai habilement introduit ma problématique en précisant mon propos, mais je me suis bien gardé de définir quelque chose. C'est quoi maîtriser un jeu ? C'est une question sérieuse qui, je le pense, va réveiller plus d'un joueur de jeux compétitifs en ligne, et on vient d'en discuter autour de Doom. Mais sur Doom, on a essentiellement évoqué la partie gameplay de la maîtrise du jeu. Or, est-ce que maîtriser un jeu se limite uniquement à maîtriser les aspects de son gameplay ? Parce que, justement, ma problématique de départ parle de maîtriser un jeu, et c'est une distinction importante. On va faire un point histoire. Mais après Doom 2016, je dois dire que j'ai été assez impatient de voir la suite, en grande partie parce que le jeu m'avait convaincu, mais aussi et surtout parce que le scénario m'avait plu. Et je me rappelle que l'une des premières conférences E3 de Doom Eternal, une des remarques qui m'avait le plus séduit, et pas que moi d'ailleurs, quand on voit la réaction de la salle, c'était la création d'un univers au sein de la franchise Doom. Everything we do has a story behind it. So if you're like me and you like to investigate everything, we're going to make it worth your time. It's really true. We're not just making a Doom game anymore. We're building a Doom universe. Un lore qu'il faudrait rattraper et rattacher au jeu précédent. Pour moi, c'était une promesse intrigante d'un avenir radieux pour cette licence. Et la promesse de travailler sur la base que Doom 2016 avait particulièrement bien réussi à amener. Et la promesse d'avoir un univers étendu sur Doom, je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui ça a plu. Bilan des courses, j'ai rien pigé. Il y a tellement de choses à dire sur ce jeu. Mais en comparaison, je peux vous résumer avec exactitude le moindre détail de 2016 sans en omettre un seul. Par contre, je peux vous certifier que j'ai rien, mais alors rien, pigé à Doom Eternal. Et c'est pas à cause du supplément d'infos, tout est dans le désordre. Les plot twists sont fades, les personnages emblématiques du premier sont complètement en décalage avec ce qu'ils étaient, et c'est fort parce que il y en avait deux, et je le répète, mais j'ai rien compris. Déjà, il y a tellement de trucs qui arrivent sans aucune explication, de personnages qui sont soit apparus, soit ressuscités, et tout ça c'est sans parler du DLC qui, je crois, met un point final à tout. Si jamais c'est le cas là, si jamais les DLC ont mis un point final, déjà la conclusion elle est extrêmement nulle, sans vous la spoiler, mais c'est surtout pourquoi avoir fait tout ça ? Pourquoi avoir promis un univers étendu qui se termine en même temps qu'il a commencé. Bon, je me suis complètement perdu parce que déjà le lore, il est jeté sur nous et qu'il est sans arrêt en contradiction avec ce que Doom 2016 avait créé. J'ajoute à cela le fait que le jeu semble toujours essayer de me sortir de la pièce en m'attrapant par le col et en me jetant contre le 4e mur. Je veux dire, les munitions, elles avaient déjà un look très très voyant dans Doom 2016, mais sincèrement, les roquettes, même les armes dans un sens, et beaucoup d'entre vous vont me dire que j'ai tort de voir Doom comme plus qu'un shooter brutal, mais c'est ce qu'on nous avait promis, c'était la promesse des développeurs, alors pourquoi je n'aurais pas le droit de focaliser mon analyse là-dessus ? À ce titre-là, c'est normal les traînées de flammes de Mario Bros dans votre shooter brutal ? Si Doom 2016 donnait l'illusion de se frayer un chemin, ici on voit que la faiblesse du level design nous montre qu'on n'est que des idiots à jouer un FPS et qu'il faut suivre la lumière verte. Et quand un jeu fait tout pour ne pas me respecter, non, je n'ai pas l'impression de le maîtriser. Même si Doom Eternal est sans doute un super jeu, on voit ici qu'on peut nuancer la façon dont on voit la maîtrise d'un jeu. Bien qu'il soit maintenant certain que la maîtrise influence la façon dont on apprécie son expérience de jeu, il faut avant tout se demander quels sont les points importants qu'un jeu nous propose et qu'il faut absolument maîtriser pour apprécier son expérience. Mais ça va plus loin que la simple dissertation.